Quant au cambriolage de la caisse, qui ne concernait pas Bond personnellement, mais qui l'intéressait, il se dit que cette opération exigerait 10 hommes entraînés, qui se trouveraient certainement dans l'obligation de tuer 1 ou 2 employés. De toute façon, on ne trouverait probablement pas en France, ni d'ailleurs dans n'importe quel autre pays, pour faire ce genre de travail, 10 tueurs qui ne mangent pas le morceau. Tandis qu'il donnait 1000 francs de pourboire au vestiaire et descendait les marches du casino, Bond se dit que le chiffre n'essaierait en aucun cas de voler la caisse, et il chassa cette éventualité de son esprit. Il préféra analyser ses sensations physiques. Le gravier pointu qui le meurtrissait à travers la semelle de ses escarpins, le goût âpre et désagréable qu'il avait dans la bouche, une légère transpiration sous les aisselles, les yeux comme gonflés dans leurs orbites, le haut du visage, le nez et les sinus congestionnés. Il respira profondément l'air pur de la nuit et rassembla ses esprits. Il désirait savoir si personne n'avait fouillé sa chambre depuis qu'il l'avait quittée avant le dîner. Il traversa le large boulevard et les jardins de l'hôtel Splendide. Il sourit au concierge qui lui donna sa clé, numéro 45 au premier étage, et prit le télégramme. Il venait de la Jamaïque et était ainsi conçu. Kingston, Ja. XXX. Bond, Splendide, Royal Les Eaux, Seine-Maritime. Production 1915, cigare Havane, toute manufacture Cuba, 10 millions. Je dis bien 10 millions. Stop. Espère est chiffre demandé. Amitié. Da Silva. Cela voulait dire que 10 millions de francs allaient lui parvenir. C'était une réponse à une demande que Bond avait adressée l'après-midi via Paris à ses bureaux de Londres pour qu'on lui envoyât des fonds supplémentaires. Paris avait parlé à Londres, Clément, le chef du département de Bond, avait parlé à M, qui avait eu un sourire forcé et avait dit aux financiers de régler cela avec le Trésor. Bond avait travaillé une fois à la Jamaïque, et sa couverture pour la mission à Royal Les Eaux était un très riche client de M.M. Keefery, la principale firme d'import-export de la Jamaïque. Il recevait donc ses instructions de là-bas par l'intermédiaire d'un homme taciturne qui dirigeait le service photo du Daily Gleaner, le fameux journal des Caraïbes. Cet homme, qui s'appelait Fawcett, avait été comptable dans l'une des principales pêcheries de tortues des îles Caïmans. Il faisait partie des insulaires qui s'étaient engagés dès le début de la guerre. Il avait terminé comme adjoint du trésorier payeur dans une petite organisation de renseignement de la marine, à Malte. À la fin de la guerre, au moment où le cœur gros il allait être obligé de regagner les Caïmans, il avait été repéré par la section du service secret chargée des Caraïbes. Passionné de photographie et de quelques autres arts, et avec l'appui discret d'un homme influent à la Jamaïque, il avait trouvé à se caser au studio du Gleaner. Quand il avait fini de trier les photographies proposées par les grandes agences, Keystone, Wide World, Universal, INP et Reuters Photo, il recevait par téléphone des instructions précises d'un homme qu'il n'avait jamais vu. Il était ainsi chargé d'accomplir des opérations simples, n'exigeant rien d'autre qu'une discrétion absolue, de la rapidité et de l'exactitude. Pour ses services occasionnels, il recevait 20 livres par mois, versés à son compte à la Banque royale du Canada par un parent anglais imaginaire. Actuellement, la mission de Fawcett consistait à retransmettre immédiatement à Bond, au tarif plein de jour, le texte des messages qu'il recevait chez lui par téléphone de son correspondant anonyme. Celui-ci lui avait affirmé que rien de ce qu'on lui demanderait d'envoyer ne pourrait éveiller les soupçons de la poste jamaïcaine. Il n'était donc pas surpris de se retrouver tout d'un coup correspondant à l'agence maritime de presse et de photographie, avec des facilités de voyage et de courrier vers la France et l'Angleterre, et des honoraires mensuels supplémentaires de 10 livres. Tranquillisé et encouragé, il avait eu des vues sur une BEM et fait le premier versement sur une Maurice Minor. Il avait acheté aussi une visière verte qu'il convoitait depuis longtemps et qui, tout en lui protégeant les yeux, l'aidait à affirmer sa personnalité de chef du service photo. Ce câble évoqua dans l'esprit de Bond tout un arrière-plan d'association d'idées.
Il était habitué au contrôle indirect et aimait plutôt cela. Il en ressentait une impression de confort. Cela lui permettait de consacrer 1 ou 2 heures à ses communications avec M. Il savait que c'était un leurre, qu'il y avait probablement un autre membre du service à Royal Les Eaux qui faisait des rapports de son côté, mais cela lui donnait l'illusion d'être beaucoup plus loin, de ne pas se trouver seulement de l'autre côté de la Manche, à 200 kilomètres du redoutable immeuble voisin de Regent's Park, d'où il était surveillé et jugé par quelques cervelles froides qui travaillaient pour la galerie. Il était dans le même cas que Fawcett, l'insulaire des Caïmans qui vivait à Kingston. Celui-là savait que, s'il achetait sa Morris Minor au comptant, au lieu de signer un contrat de location-vente, quelqu'un la prendrait probablement à Londres et voudrait savoir d'où venait l'argent. Bond lut le câble à 2 reprises. Du bloc qui se trouvait sur le bureau, il détacha une formule de télégramme et rédigea sa réponse en lettres majuscules. « Merci, renseignement devrait suffire. Bond. » Il tendit la formule au concierge et mit dans sa poche le câble signé Da Silva. Les gens que le concierge renseignait, s'il y en avait, pouvaient, moyennant finance, obtenir une copie du câble au bureau de poste local, à moins que le concierge n'eût déjà passé l'enveloppe à la vapeur ou lût le télégramme par-dessus l'épaule de Bond. Il prit sa clé, dit bonsoir et s'engagea dans l'escalier, après avoir refusé d'un signe de tête les services du liftier. Bond savait qu'un ascenseur peut être un signal dangereux. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un en train de se promener au premier étage, mais il préférait se montrer prudent. Tandis qu'il montait tranquillement sur la pointe des pieds, il se prit à regretter la modération de sa réponse à M via la Jamaïque. En sa qualité de joueur, il savait que c'était une erreur de se contenter d'un fond de roulement insuffisant. De toute façon, M ne lui aurait pas donné d'avantage. Il haussa les épaules, prit le couloir et alla sans bruit jusqu'à la porte de sa chambre. Bond savait exactement où se trouvait le bouton électrique. Avec une certaine émotion, il resta sur le seuil, la porte grande ouverte, l'électricité allumée et le revolver à la main. La chambre vide, sans embûche, lui ricana au visage. Il ignora la porte entr'ouverte de la salle de bain, s'enferma au verrou, alluma la lampe de chevet et jeta son pistolet sur le canapé à côté de la fenêtre. Puis il se pencha pour examiner l'un de ses cheveux noirs qui était toujours là, tel qu'il l'avait laissé avant d'aller dîner, engagé dans le tiroir du secrétaire. Il inspecta la couche imperceptible de talc qui se trouvait sur la face interne de la poignée du placard aux vêtements. Elle paraissait intacte. Il entra dans la salle de bain, souleva le couvercle du réservoir de la chasse d'eau et vérifia le niveau, grâce à une légère éraflure qu'il avait faite sur le flotteur de cuivre. En agissant ainsi, en inspectant avec application ses minutieux systèmes d'alerte pour cambrioleurs, il ne se sentait ni sot ni vaniteux. Il était un agent secret, et s'il était encore en vie, il le devait à l'attention précise qu'il portait aux détails de sa profession. Ses précautions machinales n'étaient pas pour lui plus déraisonnables que celles que prendrait un plongeur à grande profondeur, un pilote d'essai, ou tout homme qui gagne sa vie en courant des risques. Satisfait de constater que sa chambre n'avait pas été fouillée pendant qu'il était au casino, Bond se déshabilla et prit une douche froide. Alors il alluma sa 17e cigarette de la journée, s'assit devant le secrétaire avec à côté de lui l'épaisse liasse représentant sa mise de fonds et ses gains, et inscrivit quelques chiffres dans un petit carnet. Après avoir joué 2 jours, il avait gagné exactement 3 millions de francs. À Londres, on lui avait remis 10 millions, et il avait demandé 10 millions de plus. Avec la dernière somme qui s'acheminait vers la succursale locale du Crédit Lyonnais, sa masse de manœuvre se montait à 23 millions de francs. Bond resta quelques instants immobile, regardant à travers la fenêtre la mer sombre, puis il fourra la liasse de billets sous le traversin de l'élégant lit à une personne, se lava les dents, éteignit l'électricité et se glissa avec délice dans les draps français bien rêches.
Pendant